Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 16 janvier. Voici les titres de ce journal. La saison hivernale des ventes aux enchères se tient donc cette semaine à Monaco. Art Curial, Monaco Antiquorum et l'Hôtel des Ventes de Monaco proposent des lots d'exception. Nous recevrons d'ailleurs dans ce journal Romain Réal, le directeur de Monaco Antiquorum, à propos de l'incroyable série de montres qui sera mise en vente. Cette année 2023 sera marquée par des élections nationales le 5 février et des élections communales le 19 mars. Tout ce qu'il faut savoir avant ces échéances importantes dans ce journal. Monaco Télécom a offert un chèque de 10 962 € à la Fondation Prince Albert II pour les potagers bio des écoles de Monaco. L'occasion, vous verrez, de rencontrer les petits jardiniers de la Principauté. Et pour finir, si vous avez passé un lundi pas vraiment au meilleur de votre forme, j'ai une explication à vous donner. Ce lundi 16 janvier est appelé le Blue Monday, autrement dit le jour de l'année où nous sommes le plus déprimés. Le sociologue et écrivain Frédéric Lenoir nous donnera d'ailleurs des conseils pour toujours garder le sourire. Mais nous débutons donc cette édition avec les traditionnelles ventes aux enchères de la maison Art Curial qui viennent de débuter en Principauté. Les plus belles pièces sont présentées à l'hôtel Hermitage jusqu'au 18 janvier. Christine Datomel et Alexandra Marangoni vous en disent plus. Joaillerie, horlogerie de collection, sacs à main et accessoires, les ventes aux enchères Art Curial séduisent chaque année les collectionneurs et amateurs de luxe. Les plus belles pièces du département joaillerie ornent les vitrines de la salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage, convertie le temps de quelques jours en salle des ventes. Près de 400 lots sont dévoilés avec des estimations allant de 300 € à 250 000 €. On a 2-3 pièces assez emblématiques. On a un très beau bijou 19e avec 2 belles émeraudes cabochon qui ont une couleur absolument extraordinaire. Bon, c'est un prix, mais c'est un objet qui a une provenance. Il a appartenu à une grande famille aristocratique française dont on ne peut pas malheureusement dire le nom, mais c'est vraiment une très jolie provenance et les émeraudes sont d'une qualité exceptionnelle. On a un collier de rivière de diamants qui est absolument fabuleux puisque toutes les pierres sont de la meilleure couleur et de la meilleure pureté. Et on a une jolie bague aussi qui est un diamant fancy qui fait plus de 10 carats. Donc je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et si les bijoux présentés sont exceptionnels, l'horlogerie l'est tout autant. 98 montres de grande valeur sont présentées lors de ces ventes aux enchères, dont une pièce extrêmement rare et qui sera sans doute très prisée par les collectionneurs. Il s'agit ici de la montre Célestiale, lancée en 2002 par Patek Philippe. Il s'agit de la montre la plus complexe de la griffe, entièrement en or blanc. Ce modèle confidentiel représente le ciel étoilé de Genève, une pièce dont la mise à prix débute à 150 000 €. Les connaisseurs ne manqueront pas non plus de se rendre à la vente des sacs à main qui présentent de nombreux modèles issus des collections Chanel et Hermès. Il y a beaucoup de sacs Hermès, majoritairement c'est ce qui va dominer la vente. On a aussi quelques éditions limitées de Chanel, de Louis Vuitton, de Fendi, mais vraiment ça va être majoritairement des Kelly et des Birkin en édition limitée, des commandes spéciales ou des classiques. Et alors, est-ce qu'il y a une pièce qui se démarque parmi toutes ces merveilles ? Je dirais qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une, mais si je devais en mentionner qu'une seule, c'est un petit Kelly 25 en alligator émeraude. C'est une commande spéciale. Il a la particularité d'avoir les surpiqûres jaunes et l'intérieur aussi qui est jaune, un espèce de jaune un peu soleil. Et il est vraiment très très beau. Mardi à midi se tiendra donc la vente aux enchères des sacs à main de luxe avec, vous l'aurez compris, de nombreuses pièces issues des collections Hermès. Et mercredi, la vente intitulée « Le temps est féminin » se déroulera à 14 h et clôturera cet événement en Principauté. La saison hivernale des ventes aux enchères se tient donc cette semaine à Monaco. Après Art Curial aujourd'hui, c'est Monaco Antiquorum qui va proposer ses pièces d'exception à la vente. À cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir son PDG, Romain Réal. Bonsoir. Bonsoir, merci Julia de me recevoir. Merci beaucoup à vous d'être présent donc pour nous parler de cette vente qui aura lieu du 17 au 19 janvier. Et vous allez notamment proposer une incroyable série de montres. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, on a une collection donc de 250 pièces importantes, 226 pour être précis. Ça va de Rolex bien évidemment
On passe par Patek Philippe, Vacheron Constantin et Audemars Piguet, principalement. Et puis avec des pièces de collection, donc ce qu'on appelle un peu du vintage, donc c'est les montres de collection qui sont anciennes et qui datent des années avant les années 80, 90. Les montres modernes, qui elles sont des montres contemporaines, qu'on peut encore trouver parfois dans les boutiques ou pas, parce qu'il n'y en a pas de disponibles, donc on peut les trouver dans nos ventes aux enchères. Et donc avec cette présentation à la fois du vintage et du moderne, on arrive à contenter quasiment tous les collectionneurs du monde entier. Mais donc dans cette vente, on a donc les 4 marques dont je vous ai parlé, avec des Daytona classiques, des Daytona Paul Newman, on a le chronographe Jean-Claude Killy. Toutes des références qui sont des références comme ça, qui sont des icônes de l'horlogerie depuis plus de 50 ans et qui sont présentes bien évidemment dans notre vente aux enchères. Et quelle part justement représente aujourd'hui les produits d'horlogerie sur ce marché des ventes aux enchères? La part de marché de l'horlogerie aujourd'hui, c'est en milliards, donc effectivement c'est en milliards d'euros, donc c'est quand même très très important. La comparaison que l'on peut faire en réalité, c'est un petit peu par rapport aux ventes de bijoux. Les ventes de bijoux, en règle générale, font des ventes un peu exceptionnelles qui vont parfois entre 50 et 100 millions la vente. Nous, on a des ventes qui font des ventes qui sont de quelques 5 à 10 millions en règle générale. Donc, ça vous donne un petit peu le décalage entre le bijou et la montre. Après, si on peut comparer au monde de l'art, alors là, on va rentrer effectivement sur les cadrans. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, le cadran de la Daytona Paul Newman. Le cadran de la Daytona Paul Newman, c'est un cadran qui est quasiment l'équivalent d'un tableau de maître. C'est-à-dire que c'est un cadran qui est tellement beau, alors qui a été réalisé par des manufactures dans les années 60 et 70. Mais aujourd'hui, personne n'est capable de réaliser, même des contrefacteurs n'arrivent pas à réaliser la même chose. Tellement la qualité est exceptionnelle. C'est vrai, les montres sont devenues aujourd'hui de vrais produits d'investissement, au même titre que la pierre, par exemple. C'est vraiment exactement comme la pierre, effectivement. Ça ressemble un petit peu au marché de l'art, comme on parlait tout à l'heure pour certains tableaux. Donc, sur certains modèles, alors, modèle et marque, que ce soit Rolex, que ce soit Patek Philippe, que ce soit Vacheron Constantin, toutes ces maisons-là. On a Cartier aussi. Ce sont des valeurs qui sont des valeurs sûres sur certaines références. Donc, quand c'est Rolex, c'est la Submariner, la Daytona, la GMT, certaines Oyster. Lorsque c'est Patek Philippe, ça va être la Nautilus ou l'Aquanaut. Dans chaque marque, vous avez des positionnements. Et sur ces positionnements, vous savez que vous allez faire un investissement qui sera un investissement sûr et certain. Alors, la différence avec la pierre, c'est qu'en règle générale, on fait des investissements pour 15, 20 ans, 30 ans. Là, avec l'horlogerie, vous voyez déjà les évolutions de la valeur de vos objets en moins de 5 ans. Voilà. Et comment justement bien investir en montre de luxe et quel budget pour les débutants peut-être faut-il y consacrer? Ça, c'est une très bonne question parce que effectivement, on a l'impression que ça ne touche qu'une clientèle qui est vraiment très aisée, très riche. Non, pas du tout. La collection, elle commence depuis toujours, depuis la nuit des temps, depuis le premier collectionneur. Je rappelle toujours que les premiers collectionneurs, c'était les Italiens, les Japonais et les Américains. Je vous parle de ça il y a 40 ans. Avant, il n'y avait pas de collectionneurs. On collectionnait pas les montres parce que c'était une montre qui était portée et c'était presque un peu gênant d'avoir une montre qui était déjà portée. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu comme une alliance. On n'ouvre pas une alliance d'occasion. Ça se fait pas. Les premières collections, on va dire, peuvent se créer à partir de quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. On va dire, entre 500 et 5000 euros, on arrive à commencer à faire des collections de pièces assez importantes dans toutes les, alors, c'est pas compliqué. Quelle est la règle? Il n'y en a qu'une. C'est respecter, premièrement, le côté visuel, c'est-à-dire que vous devez aimer l'objet que vous allez acheter. Ça, c'est primordial. Deuxièmement, vous devez également aller sur une marque, essayer d'aller sur une marque qui est une manufacture, quelque chose de connu. Et puis le troisième point, eh bien, c'est aller sur quelque chose qui soit en bon état. Dernière question, c'est vrai, on parle beaucoup de l'avènement des montres connectées, mais peut-on considérer ou peut-on imaginer tout du moins qu'à leur tour, elles deviennent un jour des pièces rares de collection? Alors, c'est la vraie grande question. En réalité, on peut comparer avec quoi? On peut comparer avec les téléphones portables, on peut comparer avec les ordinateurs. Est-ce que les premiers Mac, ce sont des pièces de collection? Oui, forcément, ce sont des pièces de collection, les premiers Mac. Les premiers téléphones sont aussi des pièces de collection. Donc, il est certain. Aujourd'hui, on a un peu du mal à se projeter parce que c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ce qui est fait aujourd'hui et avec les collections qui existent aujourd'hui. Donc, c'est moins excitant une montre connectée entièrement à quartz électronique qu'une montre mécanique avec 250 micro-mouvements à l'intérieur, micro-pièces à l'intérieur. C'est de la micro-mécanique, donc c'est vrai que c'est plus excitant quand même ça. Mais
certainement que les premières montres connectées deviendront des collectors, surtout lorsqu'il y a des partenariats. Vous voyez, un partenariat avec une marque de luxe, genre Hermès ou des choses comme ça. Donc effectivement, c'est des séries limitées et ce sera des collectors à venir sans aucun doute, mais il faudra prendre le temps. Et alors, l'idéal, si on veut vraiment investir sur ce genre de pièces, c'est toujours la même histoire. Garder l'écrin, les papiers d'origine et que l'état soit le plus neuf possible. Donc, il faut presque ne pas l'utiliser. Merci beaucoup à vous, Romain Réa, d'avoir été avec nous pour nous parler des pièces rares qui seront donc mises en vente dès demain par Monaco Antiquorum. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et pour être complet concernant les ventes aux enchères cette semaine en principauté, l'hôtel des ventes de Monte-Carlo organise ses enchères de début d'année ce 19 janvier. Au menu, art moderne et contemporain. 115 lots provenant de collections privées seront présentés à partir de 18h. En amont, une exposition ouverte depuis ce vendredi 13 janvier permet de découvrir le contenu de cette vente. Le lot phare, une œuvre d'Henri Martin du port de Collioure, près de Perpignan. Un lieu mythique, c'est vrai, dont la luminosité particulière a attiré de nombreux peintres comme Matisse, Picasso ou Chagall. Ce lundi, en collaboration avec la Mission pour la transition énergétique et la SMEG, le Club Éco Monaco a proposé de se pencher sur le sujet brûlant de l'accompagnement des entreprises vers la transition énergétique. Démarches, aides, astuces et actions menées en ce sens dans la principauté ont rythmé cette conférence animée par Christian Huot, rédacteur en chef du groupe Nice Matin. La transition énergétique qui sera certainement au cœur des débats politiques. En effet, cette année 2023 sera marquée par des élections nationales le 5 février et des élections communales le 19 mars. Dans les deux cas, il est conseillé de prendre connaissance de plusieurs informations pratiques avant d'aller voter. Sandrine Nègre vous présente aujourd'hui celle qui concerne les élections des conseillers nationaux dans moins de 3 semaines. Regardez. Les Monégasques ont rendez-vous le 5 février pour élire les conseillers nationaux de 8h à 19h sans interruption. Pour voter, un seul bureau, l'espace Léo Ferré. Plusieurs documents seront nécessaires, la carte d'identité ou le passeport monégasque en cours de validité. N'oubliez donc pas de vérifier leur date d'échéance. Sachez que l'ancien modèle de la carte d'identité sera valable. Aucune carte d'identité n'étant établie le jour des élections, n'hésitez pas à vous rapprocher du service de l'état civil nationalité en mairie auparavant. Il vous faudra vous rapprocher du ministère d'État si c'est votre passeport qui est arrivé à échéance. Autre document essentiel, la carte d'électeur qui vous sera envoyée par la mairie durant la dernière quinzaine du mois de janvier. L'électeur monégasque qui ne pourrait pas se déplacer peut faire une demande de vote par procuration en désignant son mandataire, une démarche réalisable en ligne sur le www.mairie.mc ou sur le www.monguichet.mc pour les détenteurs de la nouvelle carte d'identité monégasque. Sinon, le document peut être retiré en mairie ou téléchargé. Il devra parvenir au secrétariat général de la mairie au plus tard le 27 janvier. Ces dates concernent uniquement les élections nationales qui auront pour base un scrutin de liste plurinominal à un tour avec possibilité de panachage. Nous ouvrons à présent une page de sport avec la Roca Team qui a annoncé aujourd'hui le recrutement de l'ailier fort Chima Moneke. Ce dernier arrive tout droit des Sacramento Kings en NBA où il n'a pas eu sa chance. C'est un joueur très énergique qui rejoint le club de la Principauté avec déjà à 26 ans de belles références individuelles. La saison passée par exemple, il a été élu meilleur joueur de la Champions League avec son club de Manresa où il avait également terminé dans l'équipe type du championnat espagnol la même année. Voici d'ailleurs les premiers mots du néo-monégasque de retour en championnat de France après y avoir passé 3 ans entre 2018 et 2021. Bonjour, bonsoir tout le monde, it's Chima Moneke. I'm back in France. Super happy to announce I've signed with AS Monaco. Can't wait to help the team win a EuroLeague title, a French League title, a French Cup title, a Leaders Cup title. A plus, see you soon!
Chima Moneke va en tout cas rejoindre une équipe monégasque solidaire et combative comme elle l'a montré lors de son match ce dimanche contre Cholet. Après avoir compté 15 points de retard au cœur du troisième quart-temps, la Roca Team s'est appuyée sur un collectif au diapason pour combler son retard et l'emporter d'un tout petit point. Score final 89-88. Cholet n'est plus invaincu à domicile et Monaco termine seul en tête cette phase allée de Betclic Elite avec 14 victoires pour 3 défaites. Autre victoire pour les Monégasques en football cette fois-ci, et quelle victoire! Au terme d'un match complètement fou, les joueurs de l'AS Monaco FC ont surclassé l'AC Ajaccio au stade Louis II, 7-1. Un succès éclatant pour clôturer cette phase allée. En effet, à mi-saison, le bilan est plutôt bon avec 8 points de plus que l'an dernier pour les Monégasques à la même période. Ce dimanche à 16h10 précisément, le départ de The Ocean Ways a été donné depuis Alicante en Espagne pour les 6 VO65 et les 5 IMOCA. Parmi eux, les membres de l'équipage de Malaysia Sea Explorer dirigé par Boris Herman du Yacht Club de Monaco. Pour la deuxième fois de son histoire, le Yacht Club de Monaco s'aligne au départ de cette course autour du monde en équipage et par étapes. Après la deuxième place décrochée par Grant Dalton en 97-98, nous vous tiendrons évidemment informé du parcours des Monégasques tout au long de cette compétition. Ce matin, Monaco Télécom a offert, je vous le disais en titre, un chèque de 10 962 € à la Fondation Prince Albert II pour les potagers bio des écoles de la Principauté. Leur but, apprendre aux élèves des écoles publiques monégasques à cultiver la terre, à connaître les légumes ou encore à découvrir les insectes. Émilie Flamin et Lionel Bernardi sont allés prendre des cours justement avec ces petits jardiniers en herbe. Regardez. Plantes, fruits, légumes, aromates, le toit de l'école des Révoirs est un vrai petit potager. Ici, 35 heures de cours vont être dispensées cette année pour les écoliers de 6 à 8 ans. Dans ce potager, on récolte, on plante, on sème toute l'année. On a la chance de pouvoir faire ça en Principauté. On apprend à entretenir, on apprend à respecter la plante, on apprend les nombreuses variétés d'aromates et puis surtout beaucoup de diversité au niveau des légumes qu'on n'a pas forcément sur le marché parce que peut-être non pas assez productifs pour l'industrie. Mais on apprend voilà, à regarder les associations de plantes qui s'entendent bien parce qu'on fait ça dans les valeurs de la permaculture aussi. Des cours rendus possibles grâce au partenariat de Monaco Télécom, de l'association Terrae et la Fondation Prince Albert II. Le premier message, c'est le retour à la terre, le retour un petit peu aux sources, de prendre le temps aussi de voir pousser les fruits de son travail. Et c'est donc également une ouverture sur une alimentation peut-être plus saine et en tout cas plus locale. Un message qui est plus qu'apprécié par les écoliers durant leurs ateliers potagers. C'est trop bon, c'est sucré. C'est sucré. Il y a des fois, on peut reprendre de la salade ou de l'oignon. La dernière fois, c'était un oignon. On l'a replanté pour l'amener chez nous. Et après, on peut le replanter dans notre jardin. Voilà. Et après, on peut le manger. J'apprends comment jardiner, comment planter et comment reconnaître des plantes. J'adore faire du potager, j'adore planter les légumes et les fruits. Et j'aime bien parce que j'apprends plein de trucs, comme j'ai appris des nouveaux légumes, comme les fèves, je ne savais pas que ça existait. Comme l'école des Révoirs, toutes les autres écoles publiques de Monaco ont aujourd'hui un potager pour apprendre aux enfants à avoir la main verte. Et peut-être que cultiver son jardin ou faire un potager chez soi permet de lutter contre le blues hivernal. Cela peut en tout cas faire partie des petites choses qui vous donnent du plaisir. En effet, si vous n'avez pas trop le moral en ce moment, cela serait à cause du Blue Monday. Ce troisième lundi de janvier est considéré selon des experts comme le jour le plus déprimant de l'année. Mais à quoi est dû ce blues et quelles sont les solutions pour l'éviter? Pour répondre à ces questions, nous recevons Frédéric Lenoir, sociologue et écrivain. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, pourquoi ce lundi est considéré finalement comme peut-être la journée la plus déprimante de l'année?
Bah, c'est un Américain, un scientifique américain, Cliff Arnall, il y a une dizaine d'années, qui a établi des statistiques qui nous dit qu'au fond, ce jour-là réunit un peu toutes les choses négatives qu'on peut avoir. Alors déjà, c'est un lundi, donc le jour où on retourne au travail. Les lundis sont, on le sait, c'est les jours les plus déprimants pour les gens. Troisième semaine de janvier, le salaire n'est pas encore tombé. Et puis, on est 3 semaines après les fêtes de Noël, donc on n'a pas remboursé encore tous les dettes qu'on a par rapport à Noël. Puis il fait froid. Le mois de janvier, c'est le mois le plus froid de l'année. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas réussi à mettre en place les bonnes résolutions qu'on avait prises 3 semaines plus tôt. Donc si on réunit tous ces facteurs, on s'aperçoit que c'est un des jours, symboliquement aussi, hein, où tous les facteurs déprimants sont le plus réunis. Est-ce qu'il y a des clés peut-être pour, dans ces journées un petit peu déprimantes où on n'a pas vraiment le moral pour essayer d'aller mieux, de positiver? Vous êtes le spécialiste, je crois. Ben, en fait, si vous voulez, le bonheur, l'épanouissement tient à deux choses. Les événements extérieurs, et là on vient d'en parler, les événements extérieurs, ben voilà, ça tombe, il fait froid, j'ai des problèmes d'argent, etc. Bon. Et puis il y a les événements intérieurs, c'est-à-dire la manière dont je peux regarder le monde. Et là, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que depuis les philosophes de l'Antiquité, notamment les grands philosophes grecs, les stoïciens, Épicure, etc., ils nous montrent que le bonheur tient à 50% à nous-mêmes, c'est-à-dire essayer de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et ben à ce moment-là, on peut s'appuyer sur des choses positives. On peut, par exemple, essayer de conscientiser tous les petits plaisirs du quotidien. Vous savez, quand vous levez le matin, si vous êtes soucieux par tous vos problèmes, ce dont on vient parler, etc. et tout, eh bien, c'est sûr que vous allez déprimer. Mais si vous êtes attentif, présent au thé ou au café que vous buvez, en savourant chaque menu plaisir, si vous regardez, par exemple, vous mettez un morceau de musique que vous aimez, vous pensez à quelqu'un que vous appréciez, essayez d'orienter vos pensées vers des choses positives et ça va compenser largement le côté négatif. Et puis, encore une fois, être présent et attentif à ce qu'on fait qui nous apporte du plaisir. Ce Blue Monday, c'est vrai, intervient à un moment où le moral des Français, voilà, des Européens en général, est déjà en berne avec cette période post-Covid, la hausse du prix de l'énergie, une inflation générale des prix. Tout ça, ça a de lourdes conséquences sur notre moral au quotidien. Alors vous avez raison, c'est qu'en plus de tous les facteurs du Blue Monday habituel, on est dans une période effectivement de l'histoire qui est difficile. Et on sent bien, et c'est ça qui rend peut-être le moral déjà encore plus difficile, qu'on est loin d'en être sorti. Alors là, je pense qu'une des choses qui peut nous aider, finalement, c'est aussi de prendre du recul par rapport à l'information. Puisque si on passe 8 heures par jour, enfin, ou des heures sur nos smartphones à regarder, bon, c'est très bien, je ne veux pas contester le fait que c'est bien de s'informer, mais il ne faut pas non plus passer trop de temps à s'informer d'informations négatives et toxiques, parce que ça finit par agir sur notre morale. Donc, il faut compenser, il faut donc limiter le temps d'information, ne pas être en permanence avec la radio qui fonctionne en boucle, et puis compenser tout ce côté anxiogène qui nous vient des médias par, encore une fois, des choses très positives qu'on peut faire en écoutant un beau morceau de musique, en regardant un rayon de soleil, en lisant un livre de poésie, enfin des choses qui nourrissent, si vous voulez, du positif en nous. Vous parlez un petit peu aussi de cette hyper-connexion, que ce soit par rapport aux informations, mais je pense aussi forcément aux réseaux sociaux, où on a l'impression que tout le monde se compare aux voisins en voyant sa vie quotidiennement exposée sur différents réseaux sociaux. Est-ce que ça aussi, ça contribue fatalement à notre malheur, se comparer perpétuellement aux autres, avoir l'impression que les autres ont une meilleure vie que nous? Ben, vous savez, Sénèque nous disait, si tu veux être malheureux, compare-toi. Et parce qu'effectivement, on se compare toujours, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui aura plus que nous, qui sera plus riche que nous, plus heureux que nous. Et du coup, ça nous rend malheureux. Et les réseaux sociaux, vous l'avez raison, accentuent ça. Et du coup, les jeunes, et notamment les adolescents, sont très pris là-dedans. Ils ont tout le temps besoin de s'en comparer. Ils voient des influenceurs qui ont des vies de rêve. Et puis, il y a des adolescentes qui pensent que c'est ça la vie, que c'est ça le bonheur. Mais ça leur est totalement inaccessible. Et donc là, effectivement, il y a un danger d'une sorte de mimétisme par rapport à quelque chose d'inaccessible et qui, en plus, est très artificiel. Mais ça, on ne nous le dit pas. Et donc, finalement, oui, il faut apprendre aux jeunes à prendre du recul par rapport à la comparaison sociale. Et puis leur dire, mais au fond, quels sont, toi, tes désirs les plus profonds? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui pourrait ressent à l'intérieur de toi vraiment ce que tu peux faire qui te rendrait heureux et pas uniquement en imitant les modèles sociaux que tu trouves sur les réseaux. Vous concernant, Frédéric Lenoir, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Votre dernier, Le désir, une philosophie, racontez-nous.
Ben en fait, justement, c'est que le désir, comme je viens de le dire, c'est le moteur de nos vies. C'est-à-dire que si on se lève le matin, c'est parce qu'on a des désirs. Mais la plupart des désirs sont apportés par la société, sont apportés par les influenceurs, sont apportés par les modèles, etc. Et plein de gens oublient d'aller à l'écoute de leurs propres désirs. Et donc, c'est très, très important, si on veut être heureux, d'aller repérer par un travail d'introspection, d'observation de soi, quels sont mes désirs profonds. Est-ce que j'ai envie de pratiquer une activité artistique? Quel type de métier, quel type d'activité j'ai vraiment envie de faire? Et donc, le désir va orienter notre énergie, va nous mettre en route. Le désir, ça nous met en mouvement. Hein. L'étymologie désidérare, c'est sortir de la sidération, ce qui fait qu'on est figé. Le désir nous met en mouvement, mais il faut qu'il nous mette en mouvement vers un objet, vers des choses, vers des personnes, vers des projets qui nous correspondent et qui nous épanouissent, qui vont cultiver notre élan vital, alors que souvent on le fait par mimétisme vers des choses, des idées, des personnes qui ne nous rendent pas du tout heureux, mais on fait comme tout le monde. Merci beaucoup à vous, Frédéric Lenoir, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci. Nous retrouvons Christinda Atomel pour un point complet sur vos prévisions météo de ce mardi 17 janvier. Bonsoir Christinda. Bonsoir Julia, mardi le temps sera couvert avec parfois quelques éclaircies. En matinée le temps qui s'installe sera généralement gris et l'après-midi le ciel sera toujours aussi brumeux même si parfois quelques rayons de soleil perceront les nuages. Du côté du thermomètre, comptez 10 degrés pour les températures les plus hautes et 5 pour les plus fraîches. Le soleil se lèvera à 7h58 et se couchera à 17h22. Demain nous fêterons les Roselines. Et comme le veut la tradition, nous refermons cette édition avec des clichés de Stéphane Dana. Il s'est en effet glissé au milieu des incroyables lots de la vente aux enchères Art Curial. Si vous aimez les bijoux, les sacs ou encore les montres, ces photos ont été prises pour vous. C'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités en principauté. Évidemment, bonne soirée à vous.